Oui, excusez-moi, ça serait pour vous poser une question par rapport au seuil dont vous parliez concernant les coffres-forts inactifs. Est-ce que ce seuil serait éventuellement transposable pour les contrats d'assurance vie que l'on peut avoir, c'est-à-dire de se dire qu'en dessous d'un certain montant, il n'y aura pas de décret avec un montant par rapport auquel on pourrait, par exemple, faire un minimum de recherche, ne pas aller jusqu'au bout, genre faire appel à un généalogiste? Pas à notre connaissance, en tout cas. Hein. Il faut savoir que les coffres, c'est un peu particulier, c'est quand même parfois du rubric-à-brac dans les coffres. Hein, donc, c'est d'où aussi un peu, parce que quelle est la valeur réelle d'un certain nombre de choses dans les coffres, c'est parfois compliqué. Alors qu'en assurance vie, la valeur du contrat, elle est normalement connue tout instant. Donc, elle existe, cette valeur. Monsieur. Justement, puisque vous parlez de généalogiste, je suis Monsieur Paris de l'étude Ségur. Je dirige le premier groupement européen de généalogistes et de détectives spécialisés dans la recherche de bénéficiaires. Je me devais d'être présent. Monsieur le secrétaire général adjoint, j'ai posé une question très simple. 2 scénarios s'offriront à vous au 1er janvier prochain pour l'apparition du FICOVI. Premier scénario, vous n'avez aucun contrat en déshérence déclaré. 2, vous avez des contrats en déshérence. Et alors ma question est la suivante. Qui pourra avoir accès à ce fichier FICOVI, notamment la partie déshérence? Et les dénouements massifs qui ont eu lieu ces derniers mois par des prestataires plus ou moins efficaces, qui pourra y avoir accès? Ça peut vouloir dire aussi que les informations, en définitive, contenues dans les dossiers de la clientèle, sont quand même souvent peut-être suffisamment précis pour revenir vers les héritiers présomptifs, puisque quand même les bénéficiaires sont quand même très souvent dans l'entourage immédiat, familial, même si ce n'est pas systématique. Et puis qu'il y a un certain nombre lorsque par exemple, si les bénéficiaires étaient de grandes associations caritatives, ou même plus petites d'ailleurs, il semblerait qu'une recherche raisonnable puisse permettre de les retrouver parfois assez vite. Donc ceci peut expliquer cela. En tout état de cause, nous avons bien une action sur l'essentiel du marché de l'assurance vie en France pour nous assurer qu'ils ont bien pris l'ensemble du dossier en main et qu'ils ont bien les actions correctives nécessaires. Lorsque vous avez un bénéficiaire sans indication d'état civil, seul un généalogiste peut faire le lien. Les ressources internes ne permettent pas d'identifier la totalité des contrats. Et j'aimerais avoir, au 1er janvier, une estimation précise des contrats qui restent en déshérence. Monsieur Paris, Société Ségur. Non mais, comme le rappelait Patrick, un certain nombre de contrats, les organismes disposent d'ores et déjà de beaucoup d'informations sur leurs clients et tous les contrats aujourd'hui en déshérence ne sont pas des contrats sans identité de bénéficiaire ou sans avec juste le nom de monsieur Bernard Martin, qui effectivement, il doit y avoir beaucoup de Bernard Martin en France aujourd'hui. Donc je pense que c'est un élément. Et puis après, sur les données relatives aux contrats en déshérence, des obligations de publication seront à la charge des établissements de crédit, enfin, de l'ensemble des établissements et des organismes d'assurance. Et il sera possible très facilement de déterminer quelle est la part des avoirs, je dirais, en déshérence, des avoirs transférés, etc., dès l'année prochaine.